Alors Rémi, oui, Soulier, je suis ravi de te retrouver pour cette deuxième année consécutive à notre festival, notre quatrième édition du festival. Donc l'an passé, c'était sur l'Imaginal. Et cette année, donc, on se concentre plutôt sur la transcendance. Et tu vas nous proposer donc un exposé sur les énologies, c'est-à-dire les philosophies du 1. Alors peut-être avant de parler de ce sujet-là, de ton intervention, peut-être qu'on peut parler un petit peu de ton actualité, et notamment dans ton actualité, il y a une préface à une réédition de René Guénon. La crise du monde moderne. Voilà, la crise du monde moderne, aurait suivi du règne de la quantité, les signes des temps. La question que j'ai envie de te poser par rapport à ce travail que tu as fait, cette préface toujours très pertinente et efficace, quelle importance René Guénon a-t-il eu en fait dans ton parcours? Est-ce qu'il a été pour toi un initiateur? Oui, oui, sans aucun doute, oui, oui. Il l'a été assez tôt d'ailleurs, parce que j'ai lu Guénon, enfin assez tôt, d'autres peuvent le lire bien plus tôt, mais je l'ai découvert véritablement à l'âge de 23 ans à peu près, entre 22 et 24 ans disons, et par la crise du monde moderne, qui est sans doute le livre de Guénon dont l'accès est le plus aisé quand on ne connaît pas son œuvre, et là j'ai été évidemment extrêmement surpris, très heureusement bien sûr, puisqu'il décrivait dans une langue limpide, claire, transparente, tout ce que j'avais sous les yeux et tout ce que nous avons sous les yeux, situation qui n'a fait que s'aggraver depuis. Et j'ai été en particulier surpris de voir à quel point ces considérations sur l'histoire et la temporalité présente étaient élaborées à partir d'une vision cosmologique très précise, elle-même élaborée à partir d'une vision métaphysique très précise. Autrement dit, ce qui n'a jamais cessé de me frapper dans l'œuvre de René Guénon, c'est sa cohérence. Cohérence de l'œuvre, cohérence subjective pourrait-on dire, mais de mon point de vue, cohérence plus exactement de l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il part de ce point qui est le plus élevé, qui est le point métaphysique, disons, et puis, à partir d'un certain nombre de principes inhérents à l'ordre du monde, il déroule le fil sur le plan cosmologique, sur le plan historique temporel, et on voit à quel point tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, coule de source, si j'ose dire, même si la source est en l'occurrence empoisonnée à certains égards, mais Guénon a une majesté et une royauté, presque une seigneurie dans l'expression de cet ordre des choses qui sont, je crois, uniques. Enfin, on ne peut pas le comparer à d'autres grands philosophes ou à d'autres grands métaphysiciens. C'est un peu un apax, en quelque sorte, l'œuvre de René Guénon au XXe siècle français et au-delà. Et je suis resté, depuis ce moment-là, un fervent lecteur et admirateur de René Guénon, ne cessant de le relire d'ailleurs jusqu'à ces dernières années, alors pour des raisons qui tiennent évidemment à la rédaction de cette préface, mais aussi parce que c'est une lecture qui est extrêmement nourrissante à mes yeux. Oui, et tu dis d'ailleurs que en fait, oui, c'est une métaphysique prédictive, en tissant le fil d'une logique, en fait, Oui. C'est de la métaphysique, Oui. et on vient en fait à des considérations qui s'avèrent être justes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on se situe dans une perspective métaphysique au sens guénonien du mot, qui est bien différent de la perspective métaphysique telle qu'on l'entend dans l'histoire de la pensée, de la philosophie, de l'ontologie occidentale, la question du temps, au fond, devient accessoire, devient contingente. C'est-à-dire que lorsqu'on se tient au niveau des principes eux-mêmes, on est hors du temps. Et cette atemporalité de la métaphysique permet de comprendre le déroulement des temps lui-même, puisqu'on le surplombe. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où l'on est sur ce point, sur ce pic, sur ce sommet, donc à des hauteurs évidemment particulièrement élevées, c'est un peu comme l'image que donne Saint-Augustin. Si on se situe au pic de la montagne et qu'il y a tout en bas une voie, et bien celui qui est au pic de la montagne voit celui qui chemine sur la voie, le chemin qu'il va emprunter. C'est exact, sans faire intervenir de considérations relevant de la clairvoyance ou de la voyance ou de la prophétie, ou non, il est situé en hauteur, donc il voit ce que le promeneur ne peut pas voir lui, puisqu'il arrive au terme d'une route et qu'il y a un virage. Celui qui est situé en hauteur voit les deux voies là, il peut voir les obstacles, il peut voir. Eh bien, mutatis mutandis, c'est exactement pareil dans la métaphysique de René Guénon, compte tenu de sa réalisation métaphysique elle-même. C'est-à-dire que seul un homme comme Guénon, je crois, pouvait tirer au clair, avec autant de rigueur,
le fruit de cette vision-là, de cette vision surplombante. Et il l'a fait d'une manière tout à fait éloquente, puisque lorsqu'il publie le deuxième livre donc, de René Guénon, qui est disponible dans cette édition aux éditions Lif, c'est-à-dire Le règne de la quantité et les signes des temps, il y a quand même des considérations inouïes sur le spectacle, hein, cette notion qui sera développée par Guy Debord dans les années 70, que lui appelle la suggestion hypnotique, la mise en place d'un processus de suggestion. Il le voit. Et il voit, c'est le deuxième, il y a 3 points en fait, mais enfin les 2 principaux sont ceux-ci, et il voit également à quel point la phase purement matérialiste de solidification du monde est en train d'être dépassée, et combien on en est à la phase de la liquéfaction, de la liquidation du monde. Et Zygmunt Bauman, qui a écrit un beau livre sur la société liquide, était déjà, enfin, ce que Bauman a vu, ce qu'il a décrit, Guénon, dans Le règne de la quantité et les signes des temps, je le répète, publié en 1945, le voit déjà. Et l'écrit en toutes lettres, hein. Il n'y a pas d'extrapolation de ma part, il n'y a pas de... Non, solidification matérialiste, liquéfaction, il va plus loin, 3e étape, gazéification, pulvérisation. Voilà, c'est une forme de... Je crois que c'est tout à fait éloquent. Oui, c'est vrai que c'est très très clair hein, au niveau de la présentation. Je reviens un petit peu sur ton parcours, parce qu'en fait c'est étonnant quand même qu'un jeune homme de 22-23 ans découvre René Guénon à une époque où c'était pas forcément ce type d'auteur qui était mis en vitrine, si on peut dire. Alors, est-ce que c'est par le biais de ton enracinement familial, culturel, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui arrivait un peu comme une synchronicité? Parce que justement, on en a parlé avec Alexandre Rouget, oui, qui a eu à peu près le même type d'expérience de René Guénon, à un moment où il était lui-même en crise de jeune adulte, hein, oui, à la fin de ses études, avec la conscience qu'il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient. Et donc, René Guénon est comme arrivé dans sa vie, comme un recours, ouvre une porte qui permet de dépasser justement l'aporie du monde dans lequel on est. Alors, est-ce que tu as fait ce type d'expérience? Non, alors c'est différent encore me concernant. Je m'intéressais beaucoup à partir de l'âge de 20 ans, disons 20-21 ans, je me suis intéressé de très près aux penseurs de la, disons, de la tradition contre-révolutionnaire, et donc aux penseurs de la tradition catholique, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Charles Maurras, bon. Une lignée que l'on pourrait dire en effet anti-moderne, avec tous les guillemets possibles et imaginables à ce terme-là. Et donc ça c'est dans le cadre de tes études? Non, dans le cadre d'une réflexion personnelle, vraiment d'une réflexion personnelle, d'ordre que l'on ne dirait pas politique, parce que je n'ai jamais été militant, je n'ai pas l'âme de militant, mais métapolitique, hein, un intérêt pour la politique métapolitique, dans son versant métapolitique. Et c'est au cours de ces lectures-là, donc qui sont tout à fait banales au fond, que je me suis intéressé à l'antimodernité, et c'est comme ça, par ce biais, que je suis arrivé à la crise du monde moderne de René Guénon. Guénon, jusqu'alors, pour moi, était un nom, parce que je m'intéressais depuis bien plus longtemps à la philosophie, à la théologie, bon. C'était un nom qui était connoté positivement dans mon esprit, mais je n'avais pas été voir de particulièrement près. Et c'est en lisant La crise du monde moderne, suite donc à ce type de lecture-là, que j'ai été ouvert que j'ai été invité en tout cas très fortement à poursuivre mon exploration de l'œuvre de René Guénon. Donc j'y suis arrivé par le biais de la métapolitique, pourrait-on dire, et pas par le biais d'une réflexion de type spirituel ou philosophique, au premier chef, et pas par le biais d'une crise qui serait en effet d'ordre existentiel. Oui. Non, pas du tout. Donc il n'a pas fait irruption, il s'inscrit dans une continuité de lecture. Exactement. L'irruption, en quelque sorte, c'est la prolongation de la lecture de Guénon, c'est-à-dire la prise de conscience personnelle de ce qu'implique l'œuvre de René Guénon, de ce qu'elle représente. Alors ça, c'est venu un peu plus tard, en découvrant, en dévidant la bobine de Guénon. Bon. Et là, effectivement, il y a eu un choc, parce que je me suis dit, c'est tout de même inouï, c'est incroyable, c'est une œuvre qui n'est pas comparable à quelque autre que ce soit. Oui. Non, il a vraiment cette dimension d'initiateur. Hein, oui. Et il y a encore j'en parlais il y a très peu de temps, avec un ami de ma fille, qui a eu en fait ce même choc en fait guénonien, qui arrive au bon moment, au moment où certaines possibilités sont complètement bloquées. C'est ça. Et il arrive dans le champ de la lecture pour en fait aider à dépasser une phase dans son propre processus. C'est ça, l'initiateur est un très bon mot. Hein, parce que et la simplicité, en fait le classicisme presque de sa langue fait qu'il est accessible en fait à tout à chacun. C'est pour ça que certains ont parlé à propos de Guénon d'un Descartes de l'ésotérisme. Descartes, c'est le rationalisme, etc. Mais c'est vrai, c'est une formule qui se justifie stylistiquement et, disons,
dans l'exposé de ce qu'il en est de l'ésotérisme, de la métaphysique, il y a quelque chose de très cartésien chez René Guénon, dans cette transparence stylistique et dans cette énonciation souveraine de ce qui est, de cet ordre du monde dont je parlais. Mais il y a quelque chose de très français chez René Guénon. Il est né à Blois, c'est pas pour rien, et il est né dans ce jardin français, l'Anjou, la Touraine, il y a là quelque chose dans la géographie sacrée de la France, de tout à fait, les châteaux de la Loire, bien entendu, il y a là quelque chose de tout à fait significatif, me semble-t-il. Que René Guénon soit un Français de la Loire, et un écrivain dont le style lui-même est ligérien, comme je l'écris dans Relatif à la Loire, à cette limpidité, à cette pureté-là. Donc toi, tu es vraiment un grand explorateur, hein, un grand lecteur. Mais la question qu'on se pose au fond, et à laquelle, à mon avis, ton livre, L'enthousiasme, dont on avait parlé l'année dernière, donne un petit peu de réponse, c'est en fait de quoi es-tu en quête par ces explorations? La réponse peut-être qu'elle est susurrée par cet enthousiasme qui se dégage de ton livre, L'enthousiasme, Ouais. De cette joie Ouais. quasiment d'écrire, de penser, Oui. de parler des livres, Ouais. qui ressort de l'enthousiasme. Donc, de quelle nature est ta quête en fait? C'est une quête de connaissance, je dirais que c'est une quête de gnose au fond, mais que la gnose est joyeuse, elle est jubilatoire. Tout à fait. Alors c'est le signe de sa réussite. Alors il est très difficile lorsqu'on est... Enfin, son avancée plutôt. Voilà, mais lorsque l'on est sur le chemin, en quelque sorte, il est difficile de tenir cette joie en permanence, bien entendu, alors que l'être réalisé la tient en permanence, une forme de béatitude, enfin. Mais cette connaissance est une connaissance, comme elle est unitive, comme elle est récapitulatrice, comme elle est intégrative, elle est jubilatoire également, c'est-à-dire que, et elle a du goût. C'est le grand thème de l'Inde qui, à propos de la poésie, évoque ce qu'ils appellent les métaphysiciens et les poéticiens indiens, le rasa, R-A-Z-A, qui a beaucoup préoccupé René Daumal d'ailleurs. Et ce rasa, c'est la saveur, c'est le goût. Autrement dit, lorsque l'on est engagé dans ce processus de connaissance, de quête gnostique, ce serait fallacieux de penser qu'il s'agit d'un pur intellectualisme, de pure théorie, absolument pas. On est aux antipodes de l'intellectualisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, du théoricisme. On est dans une forme de grande sensualité également, de goût, de saveur. Oui, de déploiement de fait de toutes les potentialités aussi de son être. C'est ça. Psychique, spirituel, corporel. Oui. Donc c'est une quête de joie. Quête de joie, c'est le titre d'un grand poème de Patrice de la Tour du Pin, La quête de joie. C'est pareil, c'est la même chose. Il lit Patrice de la Tour du Pin dans une perspective... Patrice de la Tour du Pin est un poète admirable, tout à fait remarquable, dans une perspective catholique, qui est vraiment confessionnelle chez lui, qui est tout à fait revendiquée, mais il est l'auteur précisément de la quête de joie. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Je dis quête de gnose, quête de joie, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est en jeu dans mon cheminement. Oui, on le sent bien. Et justement, peut-être que c'est un recours à la catastrophe systématique des mondes, oui. Qui est prévisible. C'est presque un démenti en quelque sorte, c'est-à-dire que je suis conscient ô combien, pour toutes les raisons que j'ai dites, y compris dans la préface, et qui sont des raisons guénoniennes auxquelles j'adhère sans l'ombre d'une réserve, je suis très conscient que nous vivons un âge très ténébreux, le fameux âge sombre, le Kali Yuga. Parce qu'en fait, ça s'inscrit aussi dans des cycles. Collectivement, il est impossible d'empêcher le cours des choses, d'aller dans cette direction, qui est la fin d'un expire, avant que les choses se reconfigurent complètement autrement. C'est ça. Il y a un moment de descente, et nous sommes dans ce moment de descente, et la descente doit aller jusqu'à son terme. Malheur à celui par qui le scandale arrive, mais il faut que le scandale arrive, dit-on dans l'Évangile. Voilà, nous sommes dans des moments de scandale, en quelque sorte, qui sont des moments de chute, et une chute qui n'a pas encore atteint son acmé, si j'ose dire, paradoxalement. En tout cas, elle n'a pas atteint le point le plus bas. Mais la quête de joie et la quête de gnose, c'est précisément le but et la raison d'être de cette quête-là, c'est de dépasser ce mouvement et de bien marteler à temps et à contre-temps que ce mouvement, si ténébreux soit-il, n'est pas le dernier mot de l'être. Bien au contraire, parce que le dernier mot de l'être, c'est au contraire la joie. Et indépendamment donc, de tout ce que l'on reçoit, pour peu que l'on soit en plus d'une sensibilité un peu particulière, de la part du monde moderne, c'est-à-dire tout ce que nous avons devant les yeux en permanence, ce que nous avons... qui est très intrusif et délétère. Voilà, c'est ça, qui est vraiment très, très intrusif aussi, qui nous vraiment nous mobilise. Eh bien, à l'encontre, on prend en compte ce qui se passe, il n'y a aucune espèce d'idéalisme, il n'y a pas de naïveté au sens ordinaire du terme. On prend par la figure tout ce qui arrive, mais on le transforme et on perçoit
à quel point ce qui arrive ne dure qu'un temps, en quelque sorte, n'est que provisoire, et qu'il ne s'agit à aucun moment d'un état définitif et absolu de l'être, encore une fois. Il s'agit, le désordre est un moment de l'ordre lui-même. Voilà. Le chaos est un moment du cosmos. Ça, je crois que c'est tout à fait... enfin, en tout cas, c'est la perspective dans laquelle je m'inscris et qui, pour, à mes yeux, la plus réaliste, de très loin, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire. On peut peut-être accorder avec la philosophia perennis, parce que la tradition finalement renvoie à cette philosophia perennis. Oui, tout à fait. Parce que je pensais notamment à Huxley, l'ouvrage d'Huxley, qui après avoir écrit sa dystopie du meilleur des mondes, donc c'est un peu le même constat, même prévisionnel du monde dans lequel on est aujourd'hui, avec les transformations génétiques, la science qui prend désir pour des réalités et crée des monstres. Et puis après, il écrit la philosophia perennis, où il laisse entendre finalement la solution à la fatalité dystopie, finalement, elle est dans cette façon de penser. La philosophie éternelle. Voilà, éternelle. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de cette philosophia perennis, ces zénologies, c'est-à-dire ces philosophies du un, parce qu'en fait, on voit cette philosophia perennis, l'idée qu'il y a un principe créateur. Oui, alors principe créateur, ou en tout cas de diffusion ou d'émanation. Là, je pensais plutôt Entopan des Grecs, tout à fait. Tout. Donc là, qui est plutôt formateur, harmonisateur. Tout à fait. Ce sera également dans ma communication, oui, je vais l'évoquer aussi. Je crois que ce qu'il faut d'emblée, alors je laisse un peu de côté la philosophie perennis au sens strict, comme j'interviens sur la question des voies énologiques occidentales, je vais me consacrer plutôt à l'exposé, non pas des philosophies de l'un, bon, c'est pas le but aujourd'hui, mais à cette idée de l'un. Alors je crois qu'il y a deux choses à dire, au moins de manière préliminaire, quand on s'intéresse à cette question-là. La première, c'est que lorsqu'on parle de philosophie de l'un, il faut bien voir que c'est une façon, pour ceux qui en parlent, pour ceux qui la pensent et pour ceux qui la vivent, de penser la transcendance dans ce qu'elle a de plus radical, c'est-à-dire d'au-delà même de l'être. Ça, c'est le premier point, je vais pouvoir peut-être développer un peu... Et sans anthropomorphiser, justement, absolument, la transcendance. Absolument. Voilà, on est au-delà du Dieu personnel, si on descend en quelque sorte d'un point de vue théologique. Et la deuxième remarque préliminaire, c'est que l'un, dans la tradition de la philosophie occidentale, ne se comprend qu'en référence et en opposition avec l'être, précisément. Ces deux remarques préliminaires pouvant n'en faire qu'une. Autrement dit, lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de la pensée occidentale, ce qui est notre cas, évidemment, on s'aperçoit très très vite que la pensée la plus dominante et la plus écrasante, c'est la pensée de l'être. Ce n'est pas la pensée de l'un. Très tôt, là aussi j'aurai l'occasion de faire la généalogie au mois de juillet, mais très très tôt, les Grecs, pour nous qui sont les pères fondateurs, si j'ose dire, vont s'intéresser à l'être. On a Parménide, l'être est, le non-être n'est pas. Bon. Jusqu'à la fin, si j'ose dire, la fin provisoire de la métaphysique occidentale, Heidegger, l'oubli de l'être. Donc la différence ontologique, dit-il, entre l'être et les étangs, mais Heidegger lui-même reste dans cette logique purement ontologique de la pensée de l'être, en quelque sorte. Alors lui va distinguer l'ontologique de l'ontique, mais bon, ça n'entre pas dans notre discussion de ce moment. Donc la tradition occidentale est largement dominée par l'ontologie. Ce que nous considérons, nous, comme étant le dernier mot de la métaphysique, c'est l'ontologie. C'est également valable d'un point de vue religieux, puisque le christianisme, avec la révélation hébraïque et biblique, et ce que Étienne Gilson a appelé la métaphysique de l'Exode, je suis celui qui suis, dit Dieu à Moïse, quand il lui demande quel est son nom, sum qui sum en latin, je suis qui je suis celui qui sait, en hébreu, cette possibilité de traduction existe, de même je suis qui je serai, enfin il y a plusieurs traductions possibles, mais on est pris dans le je suis, d'emblée. Ce qui permet peut-être d'ailleurs de mettre fin à l'Exode, parce qu'en fait ça permet aussi peut-être un ancrage de l'homme dans sa terre, cette ontologie. Oui, c'est une manière effectivement d'habiter le monde, d'habiter la terre, c'est vrai. Et donc on est pris dans le circuit de l'être d'emblée. Les penseurs de l'un ne vont pas s'en satisfaire, non pas par caprice, par intuition purement subjective qui relèverait d'une élucubration, mais parce que l'être, dans cette perspective-là, nous est commun, pour le coup, avec, disons, la divinité. Puisque la divinité, Dieu, se définit comme celui qui est, il se trouve que nous-mêmes, nous avons l'être. Alors certes, comme on dirait un thomiste, nous l'avons et nous ne le sommes pas,
nous l'avons par participation. Seul Dieu est l'être. Dieu n'a pas l'être comme quelque chose qui lui serait étranger et qu'il posséderait, mais il est l'être lui-même, l'être en soi, l'être nécessaire, donc, et pas contingent, l'être absolu. Mais il se trouve que nous, étant limités, donc créatures, si on emploie le registre, disons, plus religieux, nous participons à l'être, nous avons l'être. Eh bien, les penseurs de la transcendance vont aller, de la transcendance dans son aspect le plus radical et le plus absolu, vont aller au-delà de l'être, parce que l'être, certes, est une propriété, avec des guillemets, commune, éventuellement, entre le Dieu de la Bible et ses créatures, mais précisément parce qu'il s'agit d'une propriété commune, c'est une détermination, en quelque sorte, et une détermination qui nous est commune. Et déterminer quelque chose, fût-ce l'être, qui est la détermination la plus générale, puisqu'elle englobe les créatures, le monde, le cosmos, l'univers, Dieu lui-même, une détermination est toujours une négation. Or, il ne peut pas y avoir de négation dans le divin, logiquement, parce qu'une détermination, donc, c'est une négation, et que le divin est pur oui, pure approbation. Donc, ces penseurs-là vont éprouver le besoin de penser un au-delà de l'être. Et cet au-delà de l'être, c'est l'un, précisément, avec quantité de difficultés, ensuite, parce qu'une fois que l'on a nommé l'un, qui n'est pas l'être, qui n'a pas l'être, que peut-on en dire? Qu'est-il possible d'en dire? Si je me hasarde d'un point de vue lexical à en parler, ce que l'on fait là, et ce que l'on fera au mois de juillet, je risque de m'égarer très vite, puisque parler de l'un, c'est au moins en langue française, on est obligé d'utiliser le verbe être, hein. L'un est ou l'un n'est pas, donc on va plutôt en parler d'une manière négative d'ailleurs, apophatique, hein. C'est parfois plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, mais on va se trouver un peu sur la corde raide pour essayer de comprendre ce qu'est cet un, et puis de le comprendre aussi, puisque le thème que tu m'as confié, donc voie énologique occidentale... Dans ses processions. Oui, alors dans sa procession plotinienne, ça éventuellement, mais aussi, il a eu, cette notion-là a eu diverses acceptions dans l'histoire de la pensée occidentale. Est-ce que tu peux juste nous résumer un petit peu l'histoire de ces énologies, d'où ça part? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des formes actuelles, modernes, contemporaines, qui s'inscrivent dans cette ligne-là? Alors, d'où ça part? Ça part très tôt, en fait. Et ça, je le montrerai plus en détail. Mais ça part très tôt parce que, en règle générale, on a tendance à opposer le monde grec conçu comme étant le monde de la multiplicité cosmique, cosmologique, de la multiplicité des dieux, le monde, disons, biblique comme le monde de l'unicité divine, voire l'unicité ou l'unité du genre humain, par contamination, si j'ose dire. Bon, pourquoi pas. Mais les Grecs sont en quête très tôt d'une unité susceptible de fonder le cosmos, de fonder l'être. Et cette unité, les premiers Grecs, les plus matinaux, ce que l'on appelle les présocratiques, vont la trouver dans différents éléments. Les fameux éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, Anaximène, Anaximandre, Thalès. Donc ils sont à la recherche d'un fondement à l'être. Et ce fondement est un. C'est un fondement. Il y a un fondement. Il faut comprendre d'où vient la multiplicité, d'où vient le multiple. Et le multiple vient d'un principe archaïque, donc au sens grec, de l'arché, c'est-à-dire d'un principe fondateur. Ce qu'est tout principe, normalement, étymologiquement, en latin. Donc, même, par exemple, Héraclite, prenons Héraclite. Héraclite, on a des fragments d'Héraclite qui sont admirables, hein, qui ont donné lieu à bien des interprétations. Mais Héraclite nous dit, le premier, l'un, la sagesse éternelle, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. L'un, c'est quand même très intéressant, parce que dès Héraclite, c'est pas Platon, hein, on est vraiment, c'est pas Platon-Socrate, c'est pas Aristote et le premier moteur, on est quand même avant. Nous avons cet un qui surgit chez les Grecs. Alors il surgit donc chez ce que Aristote appelait les physiologues, donc les présocratiques, mais aussi chez Héraclite et Parménide, qui sont eux-mêmes des présocratiques, mais plus métaphysiciens. Il va trouver à s'épanouir chez Platon, à travers le thème du souverain bien, c'est-à-dire que le souverain bien est au-delà de l'être, il le dit en toutes lettres dans la République. Et puis, il va s'épanouir dans la tradition néoplatonicienne, donc avec Plotin, Proclus, Porphyre, Damasius, enfin toute une lignée néoplatonicienne, mais qui va être très tôt recouverte
dans l'histoire de l'Europe, de la pensée européenne, par les pensées de l'être, précisément, hein, pour des raisons religieuses essentiellement, c'est-à-dire que l'Église catholique romaine, même si pendant le premier millénaire chrétien, elle est largement platonicienne, et si les premiers pères, surtout les pères grecs, mais même saint Augustin, sont à certains égards platoniciens, plotiniens, cette dimension-là va être très vite recouverte par la dimension aristotélicienne et thomiste, c'est-à-dire en gros par une pensée de l'être. On va mettre de côté, on va mettre un peu sous le boisseau la pensée de l'un, on va la cantonner au domaine de la théologie mystique, hein, où elle sera acceptable. C'est Denis l'Aréopagite. Dans le domaine métaphysique, c'est Jean Scott Érigène. Donc c'est cette lignée qui va demeurer souterrainement néoplatonicienne, mais qui sentira toujours un peu le soufre, précisément parce qu'elle ne se rallie pas à cette pensée de l'être, de l'ens realissimum, hein, ou de l'ipsum esse subsistans, c'est-à-dire de l'être absolu et total, qu'est le Dieu biblique, en quelque sorte. Elle va demeurer dans la pensée philosophique. On va la retrouver résurgence au moment de la Renaissance, avec des penseurs très importants comme Nicolas de Cuse, comme Marcy le Ficin, comme Pie de la Mirandole, eux-mêmes très marqués, alors plus ou moins à des degrés divers, mais très marqués par le platonisme et la pensée néoplatonicienne. On va le retrouver dans le mouvement, alors là qu'il sent vraiment le soufre, le mouvement alchimique et le mouvement hermétique, donc tout ce qui est alors là pour le coup plus opératif et plus secret, ce qui demande pour s'exprimer un certain nombre, ce qui exige pour s'exprimer un certain nombre de symboles, presque un métalangage en quelque sorte. Mais ce courant-là est foncièrement, disons, me semble-t-il, énologique, ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, d'ailleurs c'est l'idée d'être profondément opératif. Et il y a l'idée de remonter vers ce principe, de s'en rapprocher, pour cesser l'éloignement et la cristallisation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, alors, je m'attarderai sans doute un peu sur Plotin lors de l'exposé, mais il y a effectivement ce mouvement de procession, proodos en grec, et de retour, de conversion, épistrophée. Voilà. Et autre point à noter quand même, puisque j'insistais sur cet aspect opératif, c'est que ces pensées de l'un sont des pensées de transformation de soi. J'y pense à cause de la question de l'épistrophée, de la conversion, de la métanoïa, disons, terme que tu connais bien. Et c'est-à-dire que la pensée de l'un n'est pas une pensée désincarnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une pensée qui implique une métamorphose de soi, une transformation de soi. Alors la pensée de l'être aussi, évidemment, dans la conformation avec Dieu. Mais enfin, avec l'un, ce n'est pas simplement le moi, en quelque sorte, le sujet individuel qui sera central, mais c'est le monde lui-même, c'est l'ordre du monde lui-même. Alors aujourd'hui, c'est un courant qui, là encore, demeure tout de même assez marginal, mais il y a un philosophe français contemporain, dont l'œuvre est importante, qui s'appelle Pierre Quay, C-A-Y-E, et Pierre Quay est grossièrement un platonicien, un néoplatonicien, il n'est pas que cela, mais enfin, il est très marqué par ce mode de pensée-là. Et Pierre Quay a eu l'occasion de d'écrire et de dire qu'au côté de la différence ontologique pointée par Heidegger, donc entre l'être et les temps, ou l'être et les étangs, il y a une différence énologique qui est au moins tout aussi importante, voire plus, qui est précisément la différence entre l'être et l'un, ou entre l'un et l'être. Et lui-même, son œuvre se poursuit dans le cadre de cette réflexion-là. Donc elle demeure, elle est là. Et puis, comme tu as évoqué à juste raison me concernant cet intérêt et cette passion même pour la poésie et la littérature, j'irai peut-être plus loin en considérant que les poètes... Par les correspondances, chez Baudelaire par exemple. Oui, tout à fait. C'est formulé explicitement d'ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont prendre acte de la multiplicité, de l'infinie multiplicité des étangs et du cosmos, et en même temps de cette unité, de ce fameux enkaipan, un et le tout, ou de ce entopan, un le tout, on fait sauter le et, la conjonction de coordination, qui est typique aussi du monde grec, bien sûr. Sans pour autant que l'on schématise les choses en disant d'un côté, il y aurait un monisme, en l'occurrence spiritualiste ou idéaliste, et de l'autre un dualisme. On peut raisonner comme ça dans l'histoire de la philosophie. On peut dire voilà,
tel penseur est un moniste, idéaliste ou matérialiste, tel penseur est un dualiste, telle pensée sont les deux. Mais la perspective étant au fond non duelle, les deux sont compris dans l'un, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire que cette opposition-là est elle-même appelée à être dépassée, Ouais. et dans les faits est dépassée. Le travail de Teilhard de Chardin était intéressant de ce point de vue-là. Oui, certains éléments de la pensée de Teilhard sont très intéressants. D'un point de vue traditionnel, on est plus dubitatif parce qu'il y a une forme de progressisme chez Teilhard de Chardin. Il y a cette idée que tout tend vers le point oméga. Et puis il y a cette visée concordataire entre les sciences et la philosophie, dont il faut parfois un peu se méfier, comme on le voit dans l'œuvre de Claude de Trémontant, par exemple, qui était lui-même à certains égards très teilhardien, très marqué par Teilhard de Chardin. Voilà, donc une présentation un peu générale, mais bon. Ça sera passionnant, on le sent. Le matériel est déjà là. Mais on l'espère. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'est une grande joie toujours de t'avoir. À bientôt, Stéphane. Merci. Merci à toi. Sempiternel